Tu écoutes aujourd'hui Un mot à la fois, le podcast. Chaque histoire commence par un mot. Mais parfois, ce mot révèle ce qu'il y a de plus sombre en nous. Bienvenue dans Un mot à la fois. Je suis Rianne, autrice et lectrice, et chaque vendredi, je t'emmène explorer des livres intrigants, des coulisses d'écriture et les zones sombres de la psychologie humaine. Pourquoi le mal fascine ? Pourquoi certains personnages franchissent la ligne ? Et comment se construisent la peur, l'emprise, la manipulation, mais aussi la survie. Ici, on décortique les histoires qui dérangent, qui questionnent et qui ne nous quittent pas vraiment. Un mot à la fois. On pense souvent qu'un tueur sait qu'il est le monstre de l'histoire, qu'il sait qu'il fait le mal, qu'il agit sans logique, sans cohérence. Limite, c'est un fou, quoi. Mais parfois, ce qui fait le plus peur, c'est l'inverse. Parce que certains criminels ne se voient pas comme des monstres, mais ils se voient plutôt comme des justiciers, des sauveurs ou des personnes qui réparent quelque chose. Aujourd'hui, on va parler justement de cette illusion morale. Quand quelqu'un fait le mal, mais qu'il se raconte à lui-même qu'il fait le bien. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, petit disclaimer, parce que je ne suis pas psychologue ni criminologue, tu le sais déjà, mais en tout cas, je trouve fascinant de fouiller dans ce qui se cache dans le cerveau des gens. Et justement, dans cet épisode, je m'appuie sur des lectures que j'ai faites, des recherches et de mon petit regard d'autrice de thriller psychologique pour explorer ce sujet. Alors, si on est OK sur ça, on peut plonger dans l'épisode. On pense toujours que les criminels sont fous, que ce n'est pas logique ce qu'ils font. Moi, la première d'ailleurs. Mais en réalité, ils ont leur logique à eux, différente du bon sens commun, mais leur logique tout de même. Reste avec moi, je vais t'expliquer. En fait, souvent quand on entend parler d'un crime violent, notre premier réflexe, ça va être de se dire « mais il est fou !» Et je dis « il » parce qu'il faut l'avouer, souvent ce sont des hommes. Bien sûr, il y a des femmes criminelles aussi, mais pour le bien de cet épisode et pour les statistiques dans le monde, on va dire « il ». Et donc parfois, ces personnes, ces tueurs, souvent, ils peuvent avoir des troubles psychiatriques. Moi, en tout cas, dans mes lectures, dans les podcasts que j'écoute, dans les recherches que j'ai faites, souvent, quand on creuse, on se rend compte que derrière, ça touche carrément pas leur psyché. J'arrive même pas à parler. Leur psyché. Je me prends trop au sérieux. Mais revenons dans le sujet. C'est toujours pas ça le sujet. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est autre chose. Ok, leurs troubles, c'est hyper intéressant d'en apprendre plus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la logique interne de la personne. Tu sais, cette façon que l'être humain a de justifier ses actes, même les pires, pour continuer à se regarder comme quelqu'un de cohérent. Et je trouve ça intéressant. Pourquoi ? Parce que ici, dans ce podcast de base, on parle de fiction, et donc je vais y venir. En fiction, c'est ce qui va rendre notamment un antagoniste intéressant. Pas parce qu'on va excuser les actes de cet antagoniste, mais plutôt parce qu'on comprend que dans sa tête à lui, il y a une structure, une sorte de logique. Certes, elle est déformée et dangereuse, mais ça reste quand même sa logique à lui. Et c'est pour ça notamment que j'ai voulu creuser un peu dessus, parce que je trouve que ça permet de rendre un peu plus vivants mes personnages, mes antagonistes. Et donc j'ai voulu creuser notamment sur les mécanismes psychologiques qui entrent en jeu chez les psychopathes. Certains tueurs peuvent avoir ce besoin de transformer une action violente en action nécessaire. Ils vont souvent se dire « je n'avais pas le choix, je l'ai fait pour éviter le pire, la personne souffrait déjà, il fallait que quelqu'un agisse » ou encore « je suis le seul à avoir la vérité ». Et j'ai nommé le premier mécanisme la rationalisation morale. En fait, notre cerveau, le cerveau humain, est très fort pour se raconter des histoires. Et parfois, ces histoires vont servir à protéger l'image qu'on a de soi. Au lieu de se dire « j'ai fait quelque chose d'horrible », la personne peut se raconter « j'ai fait ce qui devait être fait ».
En fait, j'ai lu un article du magazine Psychology Today qui parle de nouvelles recherches effectuées sur les personnes atteintes de psychopathie. Et l'article parle notamment du dilemme moral du sacrifice. Et dans le dilemme moral du sacrifice, il parle du dilemme du train. Je suis sûre que tu en as déjà entendu parler. En gros, il y a un train et deux trains doivent se rencontrer et pour éviter l'accident, il faut faire quelque chose. Soit tu décides d'actionner le levier et du coup, ça va te permettre de détourner le train vers une autre voie, mais en faisant ça, tu tues une personne qui se trouvait sur cette voie et du coup, si tu fais ce choix-là, tu décides d'actionner le levier, là, ils appellent ça le choix utilitariste. Donc, en gros, tu vas pouvoir sauver davantage de personnes, tu vas sauver toutes les personnes qui sont dans le train, mais tu tues quelqu'un. Donc là, ça veut dire que tu fais le choix conscient de tuer quelqu'un. Tandis que dans le bon choix, entre guillemets, dans le choix déontologique, tu décides de ne rien faire. Dans ce cas-là, tu vas tuer plus de personnes, mais au moins, tu n'es pas directement lié à la cause de la mort de quelqu'un. Voilà, en gros, c'est ça le dilemme du train. Et donc, les chercheurs ont utilisé ce dilemme-là pour faire des expérimentations sur les personnes atteintes de psychopathie. Et ils se sont rendus compte que dans certains scénarios, les personnes atteintes de psychopathie vont rationaliser le sacrifice ou la punition d'une personne jugée coupable, en disant « Ok, la personne qui est sur la voie là que je vais tuer, moi si j'estime qu'elle est coupable, vas-y, je vais la tuer. Et donc c'est normal qu'elle meure. » Et il disait aussi que les traits psychopathiques vont être aussi associés à une plus grande indifférence envers la souffrance d'autrui. Donc, ils vont être moins susceptibles d'aider. Et c'est pour ça notamment que je parle de rationalisation morale, parce qu'ils justifient leur acte en se disant, en fait, j'ai fait le nécessaire. Il fallait qu'on le fasse, et c'est moi qui me suis portée garant de le faire. Mais bon, on sait très bien que cette excuse-là, c'est un peu trop facile de choisir ça, parce que ils ont une façon de réfléchir, les tueurs en tout cas, hein, on reste sur notre sujet, les tueurs en série, parce que c'est ce qui nous intéresse ici, ils ont une façon de réfléchir qui n'est pas du tout morale, mais là c'est leur logique à eux. Donc c'est ça le premier mécanisme que j'ai trouvé qui entre en action dans leur façon de réfléchir et d'agir. Une autre explication au mal qu'infligent les tueurs, c'est que pour eux, l'autre, la victime, cesse d'être vue comme une personne. En fait, ils vont complètement déshumaniser leur victime. Donc, pour faire du mal à quelqu'un, ils vont, tout en se racontant qu'ils sont dans leur bon droit, il faut souvent réduire cette personne à rien. La victime ne va plus être pleinement humaine, elle va plutôt devenir un problème, une menace, une faute, un symbole ou une chose à corriger. Chez certains profils psychopathiques, les autres peuvent être traités comme étant des objets ou comme étant des moyens d'obtenir quelque chose. Et justement, c'est ce qui fait peur chez les psychopathes, c'est que pour eux, il n'y a pas forcément d'explosion émotionnelle. C'est pour ça qu'on va distinguer souvent les psychopathes des sociopathes. Je ne vais pas te faire une leçon de psychologie ici, je te laisse aller voir. Mais en tout cas, les deux profils ne fonctionnent pas forcément de la même manière. Et chez le profil du psychopathe, lui, ça va plutôt être quelqu'un qui va être très stratège, très calculé, froid. C'est pas quelqu'un qui va exploser d'un coup, non, c'est quelqu'un qui va réfléchir, préparer son acte. Et toujours dans cet ordre d'idée-là, un chercheur disait notamment que les psychopathes, eux, ils ne ressentent pas de plaisir en répondant de manière empathique à la joie des autres. Je te cite, c'est pas moi qui ai sorti ça, je suis pas aussi forte, je te cite le chercheur. Il dit donc les psychopathes ne ressentent pas de plaisir en répondant de manière empathique à la joie des autres. Leur perception du plaisir d'autrui ne fait naître en eux que de l'envie et de l'avidité. C'est fort quand même, non ? Non, avoue, c'est fort quand même. Moi, je trouve ça hyper intéressant. J'arrête pas de dire ça, mais je trouve ça fascinant en fait d'apprendre que ces types de personnes-là, ils vont mentir, charmer, diviser ou bien manipuler les autres et pour pouvoir agir comme bon leur semble, comme le dicte leur morale, et du coup ne pas considérer leurs propres actions comme mauvaises parce que leurs actions servent leurs propres intérêts.
Et d'ailleurs, je fais une aparté, hein. Ce sont d'ailleurs ces compétences-là, ces compétences à mentir, à charmer, à manipuler, qui font qu'il y a beaucoup de tueurs en série qui sont passés inaperçus pendant des années et qui sont même aimés et adulés par leurs fans après. Une fois qu'on connaît leurs actes, il y a carrément des groupies de tueurs en série. C'est une dinguerie quand même de se dire ça. Mais c'est grâce, je sais pas si je peux dire ça, mais à cause de cette façon d'agir là, qui font que voilà, ils ont carrément des fanbases. Mais bon, ça, on y reviendra lors d'un autre épisode. C'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, là, je voulais te parler donc du deuxième mécanisme que j'ai trouvé, c'est le fait qu'ils déshumanisent leurs victimes. Et donc, quand ils font ça, c'est que quand leur victime devient un objet, la souffrance de cette personne devient presque secondaire. Ce qui va compter pour le tueur, c'est vraiment sa mission, la mission qu'il s'est inventée lui-même. Alors, je repose la question, pourquoi certains tueurs pensent rendre service ? Parce que oui, selon eux, ils font le bien, mais il y a carrément certains qui se prennent pour des mini-justiciers. Je vais expliquer. En fait, certains criminels ne vont pas penser seulement en se disant je vais faire du mal. Non. Eux, ils se disent je vais punir, je vais corriger ou je vais rendre justice. Et c'est là que la frontière devient glaçante parce que leur vengeance peut être maquillée en justice. Voilà, toujours dans mes recherches, voilà, je fais ma petite scientifique. Toujours dans mes recherches, j'ai découvert que quand une personne rumine une injustice, quand une personne atteinte, qui a des traits psychopathiques en tout cas, rumine une injustice, que cette injustice soit réelle ou imaginée, elle va rejouer la scène, enfin elle peut, c'est pas toujours dans tous les cas, mais elle peut rejouer la scène encore et encore, nourrir son ressentiment, chercher une explication et puis à la fin, vouloir obtenir une réparation. Et chez certains profils sombres, cette réparation peut devenir une vengeance. Un autre article que j'ai lu expliquait notamment que les personnalités dites sombres, comme les psychopathes, peuvent avoir aussi plus de difficultés à pardonner, notamment à cause de leur rumination. Le fait qu'ils ruminent leur colère, en fait, ils ne font qu'entretenir leur colère, leur rancune, et que du coup, ça va les pousser en fait à moins pardonner parce qu'ils restent toujours sur le tort qu'on leur a causé. Et donc le problème, c'est que eux, dans leur tête, pour eux, ils ne sont plus en train de se venger. Ils ne se disent même pas je vais me venger. En fait, ils se disent je suis en train de rétablir un équilibre. Donc, comme je disais, ils se prennent pour des mini-justiciers. Ce qui rend cette illusion morale si dangereuse, c'est qu'elle leur donne une forme de permission intérieure. Ils vont penser dans le sens où si je suis persuadée de faire le bien, alors je peux ignorer la souffrance que je provoque. Si je suis persuadée de rendre justice, alors je peux devenir cruelle sans me voir comme cruelle. Et si je suis persuadée de sauver quelqu'un, alors je peux l'enfermer, le contrôler, le briser, tout en me racontant que c'est pour son bien. C'est vraiment une dinguerie de penser comme ça. Parce que quand tu regardes un peu les histoires des tueurs en série, là, des kidnappeurs, des violeurs en série, voilà, on va dire les termes, quand tu regardes leurs histoires et tu te rends compte que on se demande souvent mais comment ils ont fait pour vivre avec eux-mêmes pendant des années. En fait, on a la réponse là. Ils ont cette sorte d'illusion morale que ce qu'ils font, ils font le bien. Leur logique leur dit qu'ils font le bien. Bon, bref. On n'est pas là pour faire leur procès. Moi, en tout cas, je veux faire le lien avec mon sujet préféré. On va revenir du coup à mon terrain de jeu préféré qui est l'écriture de thrillers. Pourquoi je me suis intéressée à ça ? C'est que grâce à cette illusion morale, les antagonistes qui se croient justes vont souvent être les plus terrifiants. Parce que ces antagonistes ne vont pas être fous, parce que ces antagonistes ne vont pas douter, ils vont avancer avec une certitude. Et c'est cette certitude qui va rendre leur violence encore plus froide. Et ça, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir le mettre à l'écrit et d'inventer, de créer des personnages avec des personnalités qui sont sur le spectre de la psychopathie par exemple, ou de la sociopathie, ou des narcissiques, etc.
Dans mon roman Le goût du silence, c'est une question qui m'a beaucoup travaillé. Je me suis notamment demandé comment est-ce que je pouvais écrire un personnage qui ne voit pas forcément sa propre monstruosité. Comment est-ce que je peux montrer qu'un acte peut être atroce, même quand celui qui le commet s'est fabriqué une justification. Et en fait, en écrivant, j'ai essayé de faire voir, en tout cas à mon lectorat, cette justification petit à petit, au fur et à mesure, pour que c'est quand même un peu un effet de choc, tu vois, pour les lectrices. Je vais pas trop t'en dire ici pour ne pas te spoiler, mais en tout cas, c'est cette idée qui traverse clairement mon roman. Moi, vraiment, je me suis dit qu'il ne fallait pas que le danger vienne seulement de la violence. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment voulu écrire la violence pure et dure telle qu'elle, mais je voulais vraiment que le danger puisse venir du récit que les antagonistes se racontent à eux-mêmes pour autoriser cette violence. Parce que je dis les antagonistes, parce que oui, il y a plusieurs antagonistes. Je te fais un petit spoil. En tout cas, si tu veux lire, comprendre de quoi je parle exactement, je te laisse découvrir tout ça dans le roman. Toutes les infos sont dans la description de l'épisode. Si tu devais retenir quelque chose de cet épisode, c'est que le mal n'a pas toujours besoin de se présenter comme étant le mal. Parfois, il va se déguiser en mission, en protection, en réparation ou encore en justice. Et c'est justement ce déguisement qui va le rendre aussi dangereux. Maintenant, question pour toi. Est-ce que toi aussi, il y a un personnage d'un livre, d'un film ou d'une série qui t'a marqué parce qu'il était persuadé d'avoir raison, même lorsqu'il faisait quelque chose de complètement horrible? Laisse-moi un commentaire sous l'épisode ou viens me le dire sur Instagram. Je suis vraiment curieuse de le savoir et surtout de découvrir peut-être un livre, une série que je ne connais pas. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux aller plus loin, découvre mon roman et les clubs de lecture. Les liens sont en description. Je te donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, viens me dire quel livre tu conseillerais au club un mois à la fois. En attendant, prends soin de toi et profite d'un bon livre. Ciao!